veut pas devenir chevalier de la dent et mourir avec le contre-angle en train de travailler, hein. Il faut respecter des équilibres, sinon tu vas jamais aussi loin. C'est un marathon qu'on fait. Parce que finalement, c'est de la passion qui nous anime et ça a toujours été ça. Et je trouve que l'aventure entrepreneuriale de ce genre d'envergure, d'avoir 30 personnes avec nous, en fait, apprend à nous connaître et à connaître les humains de manière supérieure, je trouve. Bien sûr. Et cette aventure-là, ça fait grandir et je trouve qu'elle fait grandir du point de vue professionnel, mais aussi personnel. Tu peux pas t'inventer empathique ou patient avec les gens. Donc je pense que c'est un point fort qu'on a avec Thibaut de base. Pierre Keller, Urban, Da Rosa, Bernardo de Souza, Romain Chalet, ouais. Tolo, enfin on va voir beaucoup de gens bosser. Salut à tous, c'est le Dr Chichasmal, bienvenue sur ma chaîne destinée aux dentistes et orthodontistes, le meilleur endroit pour apprendre plein de nouveaux tips et rester à jour. Aujourd'hui je vais directement à Grenoble, chez le docteur Meyer et Andéol, qui nous accueillent dans leur grand cabinet avec une organisation très spécifique. Je te laisse le plaisir de les écouter, tu vas apprendre plein de choses. N'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire, ça permet de continuer à faire grossir cette chaîne vis-à-vis de l'algorithme YouTube. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas apprendre énormément de choses sur leur technique, leur organisation et leur vision de la dentisterie. Bon, merci les gars de m'avoir invité chez vous à Grenoble. Avec plaisir. On va parler un petit peu de votre cabinet, de votre parcours. Si vous pouvez commencer par vous présenter pour que tout le monde sache un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites. Bien sûr. Allez Thomas, fais-nous cette honneur. Arrête, ça me gêne. C'est à mon tour. Enchanté, moi c'est Thibaut Andéol. Merci Thomas d'être venu aussi et de nous offrir un petit peu ce moment de discussion. Moi, je suis chirurgien dentiste sorti de la fac de Lyon en 2014. J'étais quelques promos au-dessus de toi. Ouais. On se souvient bien de toi quand même. Et maintenant, si tu es là, c'est parce que on exerce notre activité, Thomas et moi, dans un cabinet dentaire près de Grenoble et on est des dentistes passionnés. Plus passionnés par la chirurgie du coup. Alors passionné par la dentisterie en général et notre activité, elle, effectivement, dans ce côté passionné, elle est toujours plus loin. On a décidé quand même de se spécialiser et de devenir plus performant en chirurgie. Et donc notre activité, c'est sur la chirurgie maintenant. Chirurgie, ok. Exactement. Donc moi, Thomas Meyer, je suis l'associé de Thibaut. Ça va faire aujourd'hui, peut-être 7-8 ans qu'on travaille ensemble. On se connaît depuis le premier jour de fac. Amis du premier jour et associés par la suite. C'est une construction au quotidien. Comme Thibaut, j'ai dirigé l'activité plus sur la chirurgie orale. Ce choix, il s'intègre aussi du fait qu'on a une équipe plus large avec d'autres associés qui peuvent s'occuper d'autres points de la dentisterie, ce qui nous permet aujourd'hui de faire ça au quotidien, quoi. Déjà à la fac, vous avez pensé faire axer votre activité plus sur la chirurgie ou ça s'est fait un peu, comme tu dis, au fil du temps avec le fait qu'il fallait peut-être plus se spécialiser pour... Moi, j'avais pas plus d'idées de partir directement que sur la chirurgie. L'image que j'ai aujourd'hui, c'est on est passionné et quand on veut pousser nos compétences et être le plus performant possible, à mon sens, il faut peut-être restreindre un petit peu, du moins dans un premier temps, ton activité. Et la chirurgie nous offrait, on va dire, ce potentiel d'évolution qu'on cherchait sur le côté technique, sur le côté organisation, gestion des patients. C'est vraiment mais de la même manière que par exemple notre associé Robin Basset qui fait de l'endo, trouvera la même chose en endo en fait. Ça répond au côté passion, développement de la technique et intellectuelle. Okay. Aujourd'hui, on fait de la chirurgie avec Thibaut, mais moi je m'interdis pas du tout dans quelques années, je sais pas, de faire de l'ortho, d'autres choses. Dire, on a tellement de possibilités que ce serait bête de s'en priver par la suite. Ok. Et dans votre parcours, après, vous avez fait des formations après la fac. Est-ce qu'il y avait des formations qui vous ont permis du coup d'être un peu plus pointu en chirurgie, des formations clés peut-être pour déverrouiller un peu votre... C'est Tom, l'énorme moteur de la formation quand même. On a chacun nos spécificités avec Thibaut. On est très potes de base. Au niveau du boulot, on a chacun nos points forts. Okay. Et on en reparlera peut-être après, parce que c'est vraiment intéressant. Tu peux en parler maintenant, parce que je pense que ça peut être même intéressant pour l'organisation de votre cabinet. De complémentarité. Voilà, c'est ça.
Toi, tu l'écrirais comment, Thibaut? Bah, je décrirais que moi, je suis sorti de la fac, j'aimais mon métier, j'aurais pu le faire comme ça. Et en fait, bah, là, tu te retrouves avec un copain qui dit, viens, on s'inscrit à ça, ouais, ça a l'air trop cool, ouais, regarde. Et bah, tu dis, bah, allez, vas-y, on y va. Et en fait, effectivement, bah, on arrive dans un univers où la formation s'arrête, enfin, ça permet de se rendre compte que, bah, il y a des océans de savoir à aller dégoter. Et grâce aux formations que tu nous as fait faire, eh bien, on ne s'est jamais arrêté, en fait. Ouais, on s'est beaucoup formé au début. Beaucoup formé, ouais. Mais le plus important, dans le fond, si jamais on devait en chercher, c'est quand même la toute première, parce que nous, on voulait se former en chirurgie, parce qu'on aimait ça. Et comme on devait attendre 1 an et demi avant d'aller dans cette formation de chirurgie, c'était à Paris, eh bien, on a dû faire une autre formation. Et on s'était inscrit à l'Académie du Sourire pour l'esthétique. Et en réalité, eh bien, je pense que fondamentalement, on ne serait pas les mêmes chirurgiens aujourd'hui si on n'avait pas eu cette vision globale de notre métier. Donc, tu veux dire avoir vraiment de l'omnipratique. Exactement. En fait, se rendre compte que tout est au service du patient. Ouais. En fait, un patient, il vient pas pour de la chirurgie, il vient pas pour de l'implant. En fait, il vient pour être bien dans sa bouche. Et c'est vrai que toutes les bases de la fondamentale de la construction d'un plan de traitement pour répondre au patient, bah, finalement, j'ai l'impression que c'est le meilleur socle qu'on ait eu à la sortie de la fac. À l'époque, ça fait un peu vieux de dire ça, mais du coup, il y a 10-11 ans. Quand même. Ça a déjà bien évolué. Ouais, exactement. Je dis ça parce qu'en 10 ans, ça a tellement évolué, le numérique. Bien sûr. Donc, on peut quand même Il dire à l'époque. n'y a pas de e-learning. T'en as marre de payer plein pot tes vacances? On a trouvé la solution. Des formations dans des lieux d'exception. Viens voir directement notre site de formation. Tu trouveras le lien dans la description. Mais nous, on y allait avec grand plaisir. Et oui, comme Thibaut, c'est une formation de base pour construire ta pratique qui était essentielle. Ouais. Donc ça, c'était le fondamental. Après, en termes de formation marquante, je pense qu'on peut surtout en citer deux. Tu me diras si ou pas, mais on a eu... la première, on a fait pas mal de formations à côté, des formations qui durent 1 an. On a fait la SAPO à Paris notamment. On a fait des formations, beaucoup de mucogingival. Ouais. On va beaucoup voir aussi des praticiens qui nous inspirent. Pierre Keller, Urban, Da Rosa, Bernardo de Souza, Romain Chalet, ouais. Tolo. Enfin, on va voir beaucoup de gens Ouais. bosser ça au quotidien, mais il faut quand même la base, les fondamentaux. Et ça nous a été apporté surtout par un postgraduate qu'on a fait à Milan auprès de Sanctis, qui est le pape de la chirurgie mucogingivale en Italie et même mondiale. Hein. C'est lui qui a formé Zucchelli à la base. Okay. Et ils ont une équipe où c'est des fous furieux de la publication, de l'evidence-based. Ouais. Et c'est pas la paro, ouais, je la sens bien comme ça. Eux, ils vont te sortir 10 articles et tu fais comme ça et ton point, tu le croises là et pas comme ça, tu vois. Et donc, ça a été très formateur. On y allait tous les mois pendant 1 an. Super formation, tout en anglais. C'était pratique ou peu. On n'est pas de patients. On avait des cochons. Mais c'était surtout beaucoup de théorie, mais enseigné par des maîtres. Ouais, Chaque technique était enseignée par des maîtres de la technique. Sofia Roga pour le tunnel, De Sanctis pour tous les l'embobie laminaire. On a eu des gens qui étaient hyper inspirants. Ouais, il faut imaginer, c'est 2 jours sur le coronal advance flap sur une seule dent, après 2 jours sur 2 dents. Après, donc en fait, c'était très, comme disait à l'italienne, très... C'était passionnant, tout en anglais, des gens qui viennent partout d'Europe et même du monde. Il y avait des Canadiens, des Roumains, des Français, on était une petite équipe de Français. Et c'était une super expérience. On était, pour te dire un peu l'ambiance, on était dans une cave, c'était une salle sans fenêtre dans l'université de Milan, et on était là-bas pour charbonner, quoi. Ouais. C'était présentation, bam, 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 pendant 2 jours. Et ça, c'était un fondamental top en chirurgie pour les personnes qui veulent se lancer par la suite. Si tu maîtrises la gestion de tes tissus mous, ça déroule. Ouais. La gestion osseuse, c'est de la macro, alors que la chirurgie gingivale, c'est du micro, quoi. Et si tu maîtrises le petit, tu déroules après, quoi. Ok. Et après, dans la seconde, la seconde, c'était le début de Corté qu'on a fait. Et Thomas est l'excellent major de la promotion de... Ah ouais. Félicitations. Moi, je suis en première classe. Oui, exactement. Il faut que dès le début, tout le monde sache. Et donc, exceptionnel dans l'apprentissage des techniques avancées en chirurgie, quand même. Donc, sur un diplôme qui est accessible à des chirurgiens en activité. Parce qu'on y va 2 jours par semaine, 1 fois par mois, mois et demi, pendant 2 ans. Et avec des profs fondamentalement humains, quand même.
qui ont passion d'enseigner et qui surtout qui nous font qui nous font réaliser les techniques dans l'institut de Tatton à côté de Corté. Donc là, c'est sur patient. Sur patient. Ouais. Et donc en fait, je trouve que c'était tellement enrichissant d'être une promotion d'une trentaine, tous très proches et intervenir tous ensemble, voir les autres intervenir. Et donc en fait, c'est un vrai moyen de gagner en confiance, en reproductibilité et puis surtout d'avoir un appui universitaire quand même. C'est vrai on a toujours besoin d'avoir les techniques appuyées et pour le coup, le DU de Corté, c'était vraiment passionnant. Donc là, c'était pareil, beaucoup de muco ou c'était tout? Ah non, là c'est chirurgie avancée, osseuse, implantaire. Et pareil, le gros plus de ce DU, c'est les intervenants. On a eu des intervenants de fous furieux à chaque module. Corté, tu as une première année qui est très théorique et une deuxième année qui est beaucoup plus clinique. Et sur l'année théorique, pareil, on a eu des maîtres sur pas mal de sujets. Donc ça permet de voir globalement tout ce qui se fait. Et la deuxième année, on pratique. Moi, je pense sur cette année, ce que ça nous a surtout apporté, c'est la confiance de gérer quand ça va, mais surtout quand ça ne va pas. Parce que quand on est 30, si moi je me plante une fois, peut-être que d'autres se planteront peut-être aussi une fois. Et donc tu vois 30 fois potentiellement par session la gestion d'une complication. Et ça nous donne du coup la confiance et surtout la légitimité vis-à-vis de nos confrères, de notre réseau de correspondants. Quand on sort de cette formation, on peut dire que on est un peu plus avancé qu'avant de commencer, évidemment. Et là-bas, ils ont assez de patients pour le flux de patients est bon parce que ils s'organisent bien. C'est-à-dire qu'en fait, comme chaque promotion, c'est une année clinique, enfin une année théorique pour commencer, et ensuite une année clinique. Et bien en fait, ça permet de recruter les patients pendant toute une année et ensuite de les soigner lors de cette seconde année clinique. Je pense que c'est la population qui a le plus de sinus lift. Il y a une grosse tendance. La plupart des Corses là-bas ont 2 grammes de plus de chaque côté de biomètre. Oui, c'est vrai que c'est l'école du sinus quand même. Hein. Pascal Valentini, la figure de ce DU, c'est Monsieur Sinus en développement dans la qui a France importé la technique à 30 ans. Et c'est aussi des dentistes qui envoient leurs patients. Oui, c'est certains dentistes corses, mais ils sont admirables parce qu'il y a vraiment un réseau d'adressage qui marche très bien. On a tous plusieurs chirurgies, ils se débrouillent très bien. Tout dans une ambiance à la Corse sérieuse, mais à la fois détendue et dans laquelle on est à l'aise. On n'a pas peur du prof qui va nous gronder. Tout le monde intervient, tout le monde participe. Et c'est ce qui vraiment donne la confiance à terme. Et donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Et ça, en plus, c'est une vraie marque de fabrique, si on peut dire. Tu sors du DU de Corté, comme tu disais, ça t'estampille quand même bon chirurgien, quoi. C'est pour ça qu'on a fait cette formation avec Thibaut. Après toutes les formations initiales, on n'avait toujours pas fait le DU d'implanto, qui n'est pas obligatoire, mais quand même assez important, quand même, surtout si on fait exclusivement de la chirurgie. Et la réflexion était, est-ce qu'on fait un DU un peu plus rapide à avoir, avec moins de sessions plus proches, ou au contraire, on part sur quelque chose plus d'ampleur, en quelque sorte. Et c'est la deuxième solution qu'on a choisie. On aurait pu faire d'autres DU plus simples, mais voilà, on voulait... Et pareil, tu as une liste d'attente pour ce DU, je crois. Ouais, on a été refusé une première fois. Je pose toutes ces questions, comme ça, s'il y a des jeunes intéressés qui soient informés un petit peu de comment ça se passe. Les prérequis, c'est 5 ans d'exercice, avoir fait une formation initiale d'implantologie, un AEU, peut-être même un autre DU ou des formations de base, et travailler depuis 5 ans et avoir une pratique implantaire. On a fait une première demande à peut-être 4 ans et 350 jours de pratique. Et on a été refusé. Et la deuxième, on était pris tous les deux. C'est un gros travail sur la lettre de motivation, de ce que nous disaient Pascal et Giancarlo, donc les responsables du DU. Ils prennent sur la lettre de motivation, ils veulent des gens qui sont passionnés, qui sont là pour apprendre, qui ne se prennent pas pour des autres, qui ont conscience qu'il y a encore plein de choses plein de notions de compétences à acquérir. Nous, c'est vraiment dans cette perspective qu'on s'est mis là. Et ce qui est vrai, même si aujourd'hui on en fait beaucoup plus qu'avant, on a toujours énormément de choses à apprendre. On est débutant par rapport à certaines personnes sur certains domaines. C'est sûr. Surtout qu'en plus, avec l'évolution technologique,
on est toujours obligé de se former, quoi, et d'être à la pointe, quoi. C'est On clair. va rebondir du coup sur l'organisation après de votre cabinet, ce que vous avez Bien sûr. créé sur Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, savoir comment vous avez lancé ce projet, pourquoi vous l'avez lancé, pourquoi à Grenoble, etc. Pourquoi à deux? Ouais. Je suppose qu'on a déjà la réponse Ouais. avec ce que vous avez dit. Moi Allez, je commence. Eh bien, alors, notre cabinet. Notre cabinet, c'est une longue histoire. Pourquoi Grenoble? Parce qu'on est diplômé de la fac de Lyon. Moi, je suis grenoblois. Je suis revenu travailler à Grenoble avec mon oncle qui était chirurgien dentiste. Et on a eu une belle bande de copains qui ont décidé de faire la même migration vers Grenoble. Et donc, on s'est retrouvé une belle dynamique d'amis, dentistes et avec une envie de bien faire. Donc Thomas, toi aussi, tu as intégré un cabinet, il a suivi le mouvement aussi, intégré un cabinet avec un mentor aussi, Pierre Schleicher, qui m'a énormément formé, qui n'a pas compté ses heures de discussion, de formation. C'est essentiel. Hein. Toi, Hubert, je pense que ça a été un mentor pour toi. Bien sûr. Moi, C'est important d'ailleurs d'avoir un mentor pour vous. Je pense que c'est le plus important. Ouais. D'avoir une personne qui est bienveillante et qui est là pour t'apprendre sans forcément attendre grand-chose en retour. Et moi, c'est ce qui a été le cas de Pierre Schleicher, qui m'a formé en chirurgie, en organisation, communication d'une certaine manière. Bah oui. Et, non, bien sûr. Mais moi, je lui dois beaucoup aujourd'hui. Ouais. Donc, en parallèle, moi, j'ai donc du coup pareil en mentorat avec mon oncle Hubert Andéol, qui m'a appris énormément aussi. Et en fait, en parallèle, nous, on était en colocation. Donc, on vivait notre vie, on échangeait. Et en fait, au final, on s'est rendu compte que nos cabinets, ils étaient incroyables. Ils nous ont apporté, je pense vraiment, on parle des formations, mais effectivement, un mentor, c'est quand même hyper important. Ouais. C'est finalement, je sais pas si on serait là aussi aujourd'hui sans ça. Bien sûr. Surtout quand on a besoin d'élan au début et de confiance. Une personne qui nous tient la main, c'est sûr que c'est capital. Et à la suite de ça, en fait, on s'est rendu compte que ces cabinets-là, ils nous laissaient une certaine difficulté. C'était de travailler, je trouve, en équipe. C'est que on était dans des schémas de cabinet particuliers qui faisaient que chaque praticien était installé dans son activité et partageait la salle d'attente, une assistante à l'accueil, mais sans partager particulièrement l'activité clinique. Okay. Et c'est vrai que, étant passionné justement de cette dentisterie générale, de l'endodontie jusqu'aux soins conservateurs, à la chirurgie, tout ça, au final, on avait envie de développer une structure qui permettait de coordonner tous les corps de métier, mais par contre dans une certaine performance. C'est-à-dire qu'on fait de l'endodontie, mais on est performant dans l'endodontie. On fait de la chirurgie, on est performant dans la chirurgie. Et en fait, c'est vrai que dans un cabinet où chacun a son activité, c'était difficile de partager les patients et de faire cette évolution-là. Et donc Tom et moi, on s'est dit, je crois que c'est le moment, il faut qu'on unisse nos forces et qu'on ouvre un cabinet dans cet esprit-là. Combien de temps à peu près après votre première collaboration? Ça a été 3-4 ans plus tard. Ouais. 3-4 ans plus tard. 4 ans après la sortie de fac. Oui. Ouais. Exactement, on s'est vite associé, ou collaboré. Le projet a été lancé 3-4 ans ou vous avez réfléchi au projet 3 Sur le timing, on a travaillé chacun, on a fait nos armes pendant 4 ans à peu près. On s'est rejoint, on a repris une structure avec Thibaut où on a mis déjà en place l'organisation qu'on aimerait, donc en travaillant tous les deux. Et ça, en fait, c'était pour nous le point de départ, le socle pour ouvrir une structure un peu plus importante par la suite. Donc on est resté 3 ans, je crois, à la Place de l'Étoile. Environ, ouais. 3 ans. Vous étiez que deux? Vous avez déjà deux. On a eu Hugo Tardif qui nous a rejoint par la suite aussi. Donc on était 3 dentistes. Et à la fin, on avait vraiment surstaffé énormément l'équipe pour justement pouvoir passer de notre cabinet de ville à 3 au cabinet de l'Obiu où on était 8 praticiens. Et donc plusieurs équipes se sont agrégées au même moment. Okay. Pour revenir aussi sur la réflexion, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça avec Thibaut, on partait aussi du constat qu'il y a beaucoup de très belles structures où il y a 1 praticien, 2 praticiens qui sont full équipés. Et aujourd'hui, tu vois bien ce que c'est, hein, le coût de l'équipement techno, c'est exponentiel, c'est hyper important. Et ce qu'on voit, malheureusement, dans ces structures, c'est le patient qui paye plein pot parce que c'est lui qui est tout au fond, tout au bout de la chaîne. Donc, si tu es un praticien qui prend 10 semaines de vacances, qui a 2 ou 3 fauteuils, tes fauteuils, les 2 tiers du temps, ils ne tournent pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc c'est un non-sens. On a d'autres proches qui sont dans d'autres
d'autres sphères de l'industrie ou autres. Et en fait, quand ils voient nos outils de production, ils se disent, mais les gars, enfin, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Et sans partir sur une organisation type 3-8, on s'est dit, bah, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux pour que la structure tourne et qu'en bout de ligne, le patient il soit très bien soigné, il ait des soins avec le meilleur équipement possible, sans se faire vraiment aligner parce qu'il paye notre train de vie et le fait que les fauteuils ne tournent pas, quoi. Ça a été là-bas, je sais pas si tu Bien sûr, là-dessus, hein. ouais, c'est exactement ça. Et c'est ce qui nous a donné cette énergie. Et ce que j'ai trouvé chouette aussi dans ce projet-là, qui est maintenant une réalité, hein, bien sûr, depuis bientôt 4 ans, eh bien, c'est qu'en fait, on a rencontré plein de gens sur ce chemin-là. On avait nos amis de fac et tout ça. Et lorsque, avec Thomas, on a trouvé ces locaux qui paraissaient un petit peu grands quand même, eh bien, on s'est dit, bon, il va falloir trouver des personnes qui pourraient correspondre au projet. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'il y a de symbolique et je trouve toujours très agréable à se remémorer, c'est que lorsqu'on a appelé tous les contacts qui semblaient être intéressés à ce projet, qui nous ont dit tiens, si un jour ça se fait, appelez-moi. On les a appelés en l'espace d'une semaine et demie. Et en fait, ils ont tous répondu oui. Et donc, en fait, en l'espace d'une visite d'un local et l'appel aux amis, eh bien, on s'est retrouvé avec une équipe de 8 praticiens motivés. Ah, c'est cool, ça. Pour certains qui ont quitté leur cabinet, revendu et qui devaient recréé s'associer, avec nous, qui devaient créer d'autres choses. d'autres qui n'ont pas fait l'association qu'ils voulaient. Et enfin, en fait, ça, ce même énergie qui nous a motivés, eh bien, elle a entraîné aussi tous les autres praticiens qui sont avec nous aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, c'était un vrai moment incroyable parce que ça donne de la force, parce que ce en quoi on croit, eh bien, en fait, on avait pas mal de personnes qui nous ont suivis. Et du coup, c'est ce qui a fait le projet. Ouais, je vois. Et dans la gestion aujourd'hui, Thibaut et moi, on a fondé les locaux. Aujourd'hui, on est 4 à gérer le cabinet au cabinet. Thibaut, Agathe Mérindol, Robin Basset et moi, où on se répartit les différentes tâches sur la gestion quotidienne. Donc 4 gestionnaires, 4 actionnaires principaux. Exactement. Ouais. Et après le reste, à chaque fois, c'est d'autres praticiens que vous associez dans la structure ou que... D'autres praticiens qui sont associés à une part. On n'est pas dans l'idée, en fait, sur le schéma. On a ouvert le cabinet de l'OBU en disant au bout de 2 ans, les personnes qui voudraient se positionner pour prendre potentiellement des parts pourront se positionner au bout de 2 ans. Et ça a été le cas d'Agathe Mérindol et Robin Basset. Et donc, ils ont pu prendre le nombre de parts qui est en cohérence, en adéquation avec leur investissement au quotidien sur la gestion du cabinet en dehors de leurs patients. En fait. Ouais, donc vous n'êtes pas fermé du tout à rentrer des gens dans la structure, quoi. Quand tu associes quelqu'un, c'est quelqu'un qui t'apporte des compétences ou de l'énergie ou du temps. Donc, s'il y a des personnes qui arrivent avec ça, on n'est pas fermé. Ouais. On est contre, par contre, l'association de principe, de se dire on va te donner des parts. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui ? Tu apportes ta force de travail ou, par exemple, Robin Basset, c'est un bosseur, c'est un peu un génie dans son domaine. Il se met sur une tâche, par exemple, je sais pas, coder un site ou un truc comme ça. Et à la base, il n'a pas de compétences, il se met dessus et il sort des trucs de fou furieux. Ouais. Donc en fait, Robin, c'est un couteau suisse. Il peut, tu mets sur une tâche, il peut tout faire à la fin, quoi. Donc ça, c'est hyper précieux. Et encore une fois, on est 4 amis, on fait des soirées ensemble, on a à peu près la même passion en termes de sport ou autre, mais on est très différents dans le boulot. Ok. Et on se complémente, du coup. C'est vrai, exactement. Et pour les autres, il ne faudrait pas croire qu'ils ne sont pas bien là où ils sont. Hein. En fait, par contre, c'est un choix de vie, c'est-à-dire qu'à leur place, parce que les patients, c'est leur activité professionnelle, ça leur permet aussi d'exercer dans un lieu et un équipement moderne, et sans avoir à se soucier de toute l'intendance générale. C'est-à-dire recrutement d'assistantes, gestion quotidienne, approvisionnement, commande de stock, commander stock, tout ça. Et donc, du coup, ils sont aussi bien à cette position-là. Et c'est vrai qu'à la fin, ça fait une belle équipe. Et est-ce que aussi vous avez des jeunes, parce que vous avez parlé de mentorat, est-ce que vous êtes maintenant dans la place du mentor ou vous formez des jeunes ou des gens... C'est une bonne question, ça. On essaye autant que possible avec le temps qu'on peut accorder. Je pense qu'on forme aussi par l'exemplarité, c'est-à-dire le temps qu'on travaille, le soin qu'on prend avec les patients, c'est quelque chose qui est visible au quotidien, donc qui te pousse aussi dans ta pratique. Et oui, on aimerait toujours faire plus, évidemment, mais on a des vies à côté. Mais dans le fonctionnement au quotidien, on interagit beaucoup sur des plans de traitement, c'est-à-dire d'autres associés ou même tous les deux. On a des questions sur comment est-ce que tu gères ce plan de traitement. Les praticiens qui sont rentrés
au cabinet récemment, on va beaucoup plus les aider, les coacher sur nous, la vision qu'on a, pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on a peut-être un peu plus d'expérience. Et moi, je serais ravi que dans des années, on me dise que j'ai pu apporter ce mentorat comme j'en ai pu en bénéficier par Que le passé. quelqu'un qui passe sur un podcast dise j'ai commencé avec Thomas Meyer et ce serait c'était mon mentor. Ce serait fort, mais bon, écoute. C'est possible. Ouais. Et du coup, pour revenir sur l'organisation du cabinet, parce que ça vous fait beaucoup de corps de métier à gérer entre les praticiens, vos associés, les associés principaux, parce que vous êtes 4 du coup décideurs, les correspondants, les secrétaires, les assistantes. Comment vous répartissez ça? Est-ce que vous êtes formé pour ça? Comment vous gérez tout ça? Allez, c'est à toi de commencer. Je pense que de base, il faut aimer les gens. Il faut avoir. Non, mais c'est bête dit comme ça, mais il faut avoir quand même des soft skills assez importants quand même de base. Tu peux pas t'inventer empathique ou patient avec les gens. Donc je pense que c'est un point fort qu'on a avec Thibaut de base. Tous les deux, du coup, vous êtes plus complémentaires? Je pense qu'on a l'envie d'aller vers les autres et la structure qu'on a montée, qui fonctionne à 4 aujourd'hui, elle existe parce qu'on aime cette aventure d'équipe. Pour l'anecdote, Thibaut a un frère jumeau, j'ai un frère jumeau, et bon, je sais pas si on n'a pas recréé quelque chose tous les deux comme ça, mais on est bien persuadés qu'on aurait pu avoir une aventure, on aurait pu monter aussi un cabinet juste tous les deux, peut-être à 3, à 4, avec une envergure un peu moins importante. On aurait gagné autant notre vie, on aurait pu arriver d'un point de vue technique au même endroit, mais l'aventure n'avait pas du tout été la même. Ouais. C'est vraiment ce côté humain. Là, on rentre de vacances, moi je suis content de rentrer de vacances parce qu'on revoit l'équipe, les assistantes qu'on aime, qu'on voit tous les jours. C'est chouette, quoi. Ok. Et donc, là, j'ai fait une belle ellipse, mais pour répondre à ta question, des compétences un peu humaines de base. Et puis oui, après on s'est beaucoup formé en communication. On a été coachés par différentes personnes au fil du temps qui nous ont apporté énormément. En fait. On peut en parler parce que je pense que c'est quand même un point clé de notre profession parce qu'on se forme beaucoup techniquement, surtout au début, à la fac. Et on parle jamais de la communication, du management, etc. C'est un peu mal vu, en fait. Il y a quand même cette vision, quand on parle de communication, on pense à manipulation, mais c'est pas du tout ça. On pense à publicité. Ouais, exactement. Alors qu'on est aux antipodes de ça. C'est comment faire en sorte que tout le monde se sente bien au cabinet. Et moi, il y a quelque chose que je répète beaucoup aux équipes, c'est le naturel n'est pas professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es dans un cadre professionnel, tu dois avoir une communication professionnelle avec les personnes et ça passe pas forcément en étant roue libre tout le temps, quoi. Et ça ne veut pas dire que tu es une autre personne, mais tu vas communiquer avec les personnes pour que tout le monde se sente bien, en fait, tout simplement. Et donc au niveau de votre formation par rapport à ça, je sais qu'il y a Binas. Vous avez fait quoi comme formation ? Dans notre formation, on s'est fait accompagner en fait dans notre cabinet. Alors, il y a notre formation initiale. Moi, c'est acheter les bouquins d'organisation. Hein. Okay. Là, le premier bouquin que j'ai acheté, qui a été fondateur pour moi, mais ça c'était avant même nos projets, c'était le livre de Robert Marcario, Efficience, il me semble. C'est un livre, il a une couverture avec une petite pyramide là où on met en place les choses les unes après les autres pour qu'à la fin on ait un édifice qui soit solide. Et en réalité, moi, ça a été fondateur pour moi. En même temps que Thomas, toi, tu avais une forte composante d'organisation dans le cabinet dans lequel tu étais. Ouais. Ensuite, dans tout ce qui s'est mis en place, on a été formé par justement Sabrina Courteuil, une société EAR, qui justement nous a énormément aidé à déjà au moins recruter la première personne qui s'occupe de la coordination au cabinet au début du projet. Donc, elle nous l'a recruté puis formé. Parce que c'est vrai que nous, en fait, on est de bons chirurgiens, dentistes, mais par contre, en aucun cas, on est formé à diriger une entreprise. Et diriger une entreprise, c'est un métier. Et du temps. Du temps. Et effectivement, oui. Et oui, déjà, d'une, c'est des compétences, mais en plus, c'est du temps. Et donc, du coup, évidemment, c'est tout de suite dit qu'il fallait qu'on ait une personne pour ça. Et donc, on a eu déjà, en plus des formations, une personne à plein temps pour organiser et former le cabinet.
Assez rapidement, au et final. coordonner le cabinet. Ouais. C'est dès le début. Ah ouais, donc... Dès le ok. début. Pour nous, c'était un investissement indispensable. C'était Et en plus, on a tous un corollaire de vie quand même, c'est que bosser c'est bien, mais il faut aussi avoir une vie personnelle. Et c'est vrai qu'avoir des personnes qui travaillent de 8h à 19h pendant que nous, on fait de la dentisterie, c'était quelque chose qui était un corollaire indispensable pour nous. une chose qui était intéressante sur cette personne. Elle venait pas du tout du dentaire, elle est contrôleuse de gestion. Et elle nous a apporté un autre regard qu'on manque beaucoup, qui est le regard esprit d'entreprise. Quels sont les codes de fonctionnement en entreprise? On est tous pseudo-libéral, on fonctionne un peu en réfléchissant à notre propre intérêt avant tout. Et elle nous a apporté justement les codes. Comment est-ce que tu te disciplines pour que tout fonctionne correctement entre nous? Tu as un exemple, mail, par exemple? par exemple, quand tu as une tâche à faire, tu le fais. Par exemple, Ouais. elle t'envoie un mail pour te demander tes congés. Tu lui réponds. C'est bête, hein, mais tu lui réponds, tu le fais. Et en fait, ça passe par une sorte de discipline, mais aussi comment est-ce que tu communiques entre praticiens, comment tu communiques entre assistantes. Elle venait d'une boîte américaine, HP, et donc tout était très cadré, codifié. Et c'était aux antipodes de l'ambiance freestyle des cabinets dentaires. Mais des exemples, en fait, on en a des tonnes, mais on les a oubliés parce que maintenant c'est devenu obligatoire. Mais en fait, une réunion, ça se fait à telle heure, on le fait à telle heure, les personnes sont là. Rien que ça, c'était quelque chose qu'il a fallu qu'on change. Tout à fait. Une réunion entre prates, tu ouvres pas des bières avant de commencer la réunion. Ouais. Ouais. Voilà, non mais oui. Ça paraît bête, mais nous, les premières réunions, c'était ça. Ouais. Un quart d'heure de discussion, on rigole, on boit une bière, et après on commence, mais un quart d'heure trop tard. Et pour elle qui était justement dans son travail là, et ben nous, les réunions, c'était à 19h après le boulot. Ben non, en fait, les réunions, ce sera dans les heures de boulot. Ouais. Et en fait, nous, elle nous a... c'est plein de choses simples, mais qui se font dans toutes les entreprises. Enfin, n'importe quelle entreprise. Ils se disent pas, tiens, on va faire la réunion à 19h30, puis on mangera en même temps. Et puis, en fait, nous, on était habitués en tant que dentiste à tout faire hors patient. Ouais. Alors qu'en fait, la gestion d'un cabinet dentaire, c'est déjà des compétences professionnelles. Si en plus tu les fais hors timing, fatigué, ou voilà. Mais en fait, là, c'est vrai qu'elle nous a appris énormément ça. Jusqu'à la communication, hein. Je me rappelle encore quand on se faisait reprendre, quand on disait, faudra qu'on dise ça aux filles demain. Et qu'elle nous disait, mais c'est qui les filles? C'est les assistantes. Mais en plus, à l'époque, on n'avait pas d'assistants. Donc non, mais ce sont des assistantes et on dit pas les filles. Et en plus, ça pourrait être aussi des hommes. Bon, maintenant, on a plusieurs assistants, donc ça colle encore plus. Mais elle avait ce détail-là, cette rigueur qui nous a finalement, point par point, fait en sorte que notre cabinet dentaire, eh bien, c'est pas une somme d'idées, c'est une organisation d'entreprise. Donc c'était un vrai coaching interne au cabinet. Elle est venue dans le cabinet et elle vous a coaché. C'était pas du coaching, c'était un vrai travail qu'on a dû respecter. Parce que elle était coachée par justement Sabrina Courteil dont on a parlé, on ne peut pas parler longuement. Non, c'était pas du coaching, c'était en fait une personne qui avait un vrai métier. Okay. Et en fait, ce métier-là, c'est pas du temps en plus. Non, c'est en fait, elle sait gérer des outils administratifs, elle sait faire de la gestion d'achat, elle sait organiser des réunions. Si jamais nous, en fait, on met des bâtons dans les roues de toute cette organisation en permanence, et bien on a une personne qui ne peut pas exprimer ses talents dans la gestion d'entreprise. Et donc, en fait, elle ne nous a pas formés, elle nous a dit... c'était la personne donné les codes. Recruté. Ah oui, c'était notre directrice d'exploitation. Ah oui, oui, pardon. Et c'est elle qui vous disait, on parle pas des filles comme ça et tout. Exactement. Ça a dû vous faire bizarre au début quand même, que quelqu'un que tu recrutes qui te dise des choses qui te reprennent. C'est du bon sens, elle a raison. Oui, c'est du bon sens, elle a raison, mais je sais, mais tu sais, en tant que dentiste, au début, tu t'es un peu le patron, enfin... C'est dans la tête, tu vois. On a déconstruit ça assez rapidement aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est qu'en fait, si tu veux être dentiste et être le patron, tu continues comme ce qu'on a quitté. C'est bête aussi, hein. Dans le cabinet où tu es le roi et tu continueras comme ça. Ou alors, tu as décidé de faire un cabinet, une structure avec plusieurs praticiens, tous respecter des assistantes et d'une certaine, pas hiérarchie, mais des postes à respecter. Dans ces cas-là, il faut respecter les postes, les humains, la façon de faire. Et pour ça, c'est des codes. Et c'est les codes de l'entreprise. Comme tu disais, elle nous apporte des compétences qu'on n'a absolument pas. Les codes en entreprise, c'est des choses, on n'a pas fait de stage, on n'a jamais travaillé dans d'autres cabinets, on ne sait pas faire. Donc elle nous apporte cette compétence, et la moindre des choses, c'est de respecter ce qu'elle nous donne. C'est-à-dire les valeurs, notamment, comme Thibaut a très bien dit. Et de la même manière, si on recrute quelqu'un, on est certes
les patrons. Je me sers entre guillemets parce que on a chacun nos compétences. Et une personne qu'on recrute pour nous faire, je sais pas, par exemple, la paye ou un prothésiste, on va pas lui expliquer son métier. C'est Ouais, nous c'est qui clair. sommes apprentis Ouais. vis-à-vis d'eux. Je vois ce que tu veux dire. Donc là, c'était donc important pour vous de recruter quelqu'un d'entrée de jeu pour recruter du coup. Bien sûr. Et après, au niveau organisation des correspondants, de la communication interne et tout, vous en êtes sorti comment? Vous avez fait comment pour après Eh bien, pour les correspondants, on a plusieurs pôles au cabinet. On a le pôle endodontie qui est du coup géré par Robin Basset, le pôle pédodontie qui est géré par Agathe Mirindol, et après le pôle chirurgie. Et on est en train de développer le pôle esthétique aussi. Je parle de ces pôles parce que la gestion des correspondants est très inégale en fonction de ces pôles. En endodontie, on a eu pendant longtemps les seuls endodontistes du département, et ils étaient trois. Loïc Fontanel, Tiphaine Manche et Robin Basset. Les patients sont assez rapidement venus et les correspondants à eux. En pédodontie, ça a été aussi le cas dans une certaine mesure. En chirurgie orale, avec Thibaut, on a passé beaucoup d'énergie et de temps sur la gestion et la pérennisation de la structure. C'est-à-dire faire en sorte qu'on se sente bien chez nous, déjà, que le cabinet fonctionne. Donc, c'était beaucoup de réunions, d'énergie. Et cette énergie, on l'a peut-être moins passée sur l'animation de notre réseau de correspondants. ouais. On a eu la chance et l'honneur d'avoir plusieurs confrères qui nous ont fait confiance, qui nous ont adressé à leurs patients. Et c'est du bouche à oreille. Okay. Aujourd'hui, la plupart des gens avec qui on travaille, on a une activité pleine de chirurgie, Thibaut et moi. Ça a été du bouche à oreille et on n'a pas communiqué plus que ça. Aujourd'hui, on aimerait faire évoluer un peu plus les choses et offrir d'autres choses à nos correspondants. On leur doit bien ça, que ce soit de la formation, du temps, de l'échange. Donc maintenant, vous avez pérennisé, comme tu dis, le cabinet, que vous sentez bien la structure, tu as envie de passer plus d'énergie pour eux. S'ouvrir un peu, ouais, exactement, Ouais. c'est ça, Okay. ouais, tout à fait. Et donc, c'est les défis qui arrivent. C'est aussi une des raisons pour laquelle on est là aussi. Ouais. Montrer, en fait, je pense que tu as visité le cabinet tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup de fierté, tu vois, de faire visiter le cabinet, de dire que je travaille avec Thibaut, avec Agathe, avec Robin, avec Perrine, avec tout le monde. Donc, notre expérience, autant la faire bénéficier à d'autres personnes. Ouais, c'est sûr. Ok. Et ensuite, au niveau vie personnelle, comment vous arrivez à gérer une grosse structure comme celle-ci? Et est-ce que vous arrivez aussi à gérer votre temps perso à côté, ou ça a été difficile, ou est-ce que c'est difficile? Bon, dans le fond, ça n'a jamais été difficile parce que quand tu as un On est esprit des chanceux. entrepreneur, tu es happé par cette énergie d'entreprendre. Je crois qu'en fait, l'effort, c'est de ne pas le faire. Après, effectivement, quand la vie personnelle te rattrape, ah tiens, il faut être officier, les relations de couple, choses comme ça. Après, c'est évident que là, ensuite, c'est cette énergie qu'il faut arriver à canaliser. Et je pense que c'est effectivement la bonne gestion de ton outil de travail, de notre entreprise, notre cabinet dentaire, notre activité, qui fait qu'ensuite, on arrive à voir, on se noie pas dans ce travail. Et en fait, ce qui permet ensuite de se dire, eh bien, je suis à l'aise dans mon activité d'entrepreneur, mais en même temps, eh bien, j'arrive à coupler ma vie personnelle. Okay. Et c'est vrai que on est dans un monde où on doit tous faire du sport, voyager, avoir une relation de couple idéale. Et finalement, je pense que le temps fait qu'on y réussit plus. On n'a pas, la prétention de devenir champion du monde, d'avoir la plus grosse structure, les meilleurs formateurs. Parce que ça, c'est la règle des 80-20. Je pense qu'on a fait 80% du taf. Et les derniers 20%, c'est les 80% d'efforts. Donc, je ne sais pas si on veut aller à 100%. Aujourd'hui, ça nous satisfait. Pour la gestion du temps et l'équilibre, une chose qui est essentielle, c'est aujourd'hui notre directrice d'exploitation, Magali Lastella, qui abat une quantité de travail phénoménale. Et par sa propre force de travail, mais aussi par le fait de déléguer au reste de l'équipe. Et nous, on ne veut pas devenir chevalier de la dent et mourir avec le contre-angle en train de travailler. Il faut respecter des équilibres, sinon tu ne vas jamais aussi loin. C'est un marathon qu'on fait. Ouais, c'est clair. Et cet équilibre, on est tous un peu différents. Les relations amicales, amoureuses, le sport. Moi, je suis passionné de sport aussi.
Et c'est vrai que si tu ne gardes pas cet équilibre, bah, tu t'éteins dans un des postes, quoi. Moi, je me refuse d'arrêter de faire du Et sport à dès le cause du début, vous boulot. avez réussi quand même à cadrer. Bah, on a quand même beaucoup charbonné quand même à Ouais, une voilà, époque, hein. quand même. Mais Ok. pas au point de prendre Ça 10 vous a pas kilos. épuisé, Ouais. vous n'avez pas fait de burn-out ou vous n'avez pas eu d'épuisement professionnel. Non, non, non. Non, non. Il y a des moments où tu es un peu plus au fond du seau. Parce que j'en parle Mais pas mal dans les podcasts en fait, du tout est une burn-out. question d'équilibre en fait, et de cercle. C'est-à-dire que si tu as un cercle, que ce soit le travail, le sport, ta copine, tes copains, c'est moi en gros mes quatre choses qui doivent être équilibrées. Si tu en as un qui flanche, bah, tu compenses avec les autres. C'est OK. Tu vois, le boulot, tu es un peu plus dans le dur, pour quelque raison que ce soit. Bah, tu feras un peu plus de sport. Avec ta copine, tu passeras un peu plus de temps. Et la réciproque est vraie dans chaque cercle. Par contre, quand tu as plusieurs cercles qui commencent à se casser la gueule, c'est là où c'est compliqué. Par exemple, le boulot, ça va pas, tu te blesses, tu peux pas faire de sport. Je pense que là, tu peux faire un burn-out, tu vois. Ça s'est pas présenté, il faut être hyper vigilant justement et avoir beaucoup de prévention au niveau de ta charge de travail. De la même manière au niveau du sport, tu vas pas faire de la full intensité tout le temps. Enfin, tu connais quelque chose, tu es sportif de haut niveau, tu peux pas mettre les curseurs à fond tout le temps. Donc, s'écouter un petit peu. Je trouve que l'aventure, on a eu la chance de jamais avoir eu cette overdose parce que finalement c'est de la passion qui nous anime et ça a toujours été ça. Après, comme toutes les passions, comme dans tous les sports, il y a des hauts et des bas, mais ça a toujours été. Et je trouve que l'aventure entrepreneuriale de ce genre d'envergure, d'avoir 30 personnes avec nous, en fait, apprend à nous connaître et à connaître les humains de manière supérieure, je trouve. Bien sûr. Et cette aventure-là, ça fait grandir et je trouve qu'elle fait grandir du point de vue professionnel, mais aussi personnel. Et finalement, en fait, je pense qu'on n'aurait pas pu... en fait, on est une personne avec un projet et un tout. Et au final, eh ben, le perso, le pro, ça marche ensemble. Effectivement, je ne connais pas le principe du burn-out parce que je ne l'ai pas vécu. Mais aujourd'hui, en fait, effectivement, il faut toujours quand même avoir le nez sur sa gestion du temps des différentes sphères pour ne jamais trop aller dans le rouge, quoi. Mais c'était un peu inné quand même, parce que tu parlais d'humain, que maintenant aimer l'humain, c'était un peu, pour vous, tu en parlais tout à l'heure, c'était un peu déjà inné. C'était quelque chose déjà qui vous animait. Oui, bah sinon tu fais pas une structure à plus de 30 personnes, tu vois, 30-35. En fait, c'est sûr que si tu as du mal avec la personne qui est à côté de toi, tu fais pas. En fait, mais drôle parce qu'on parle de nous parce que c'est le principe, hein, là. Mais en fait aussi d'humain, mais pourquoi on a tous fait une profession, en fait on a des patients tous les jours. Ouais, c'est sûr. Et en fait c'est ça aussi l'énorme cause. Et en fait l'intérêt de tout ça, c'est le patient. Et en fait je crois que finalement c'est ça qui nous garde aussi. On a des gens qui vont moins bien et grâce à nous, grâce à notre performance, grâce à tout ce qu'on met en œuvre, eh bien, on rend des gens heureux, à l'aise avec leur santé, leur sourire, leur confiance en eux. Et en fait je crois que c'est ça qui nous nourrit aussi. Et en fait, l'humain, c'est même la base de notre métier. Bien sûr. Ouais. Et donc, en fait, je crois qu'en fait, c'est marrant qu'on on a beaucoup parlé de l'entreprise, du cabinet. En fait, je crois que le centre de tout ça, c'est le patient et donc l'humain. Ouais, c'est sûr. Et ce qui est mis en place, je te dis ça parce que tu vois, il y a des praticiens, moi j'en fais un peu partie, qui préfèrent le côté technique plutôt que le côté humain et relationnel, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai amené sur cette question. Ah ouais, d'accord. Parce que tu vois, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est plutôt de faire un bon soin, c'est le côté technique. D'accord. Plus que le côté. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Et encore une fois, clairement, quand tu travailles avec une équipe, et bah, ton point fort sera peut-être pas celui de ton assistante et vice-versa. Et si bah, tu es peut-être un peu moins dans la création de la relation avec le patient, bah, il faut que ton assistante soit excellente là-dedans. Ok. À la fin, le produit final, c'est un patient qui doit être heureux d'avoir été soigné, que ce soit bien passé, et que ça passe par le praticien, l'assistante, la secrétaire, l'homme de ménage parce que c'était propre. Et ben en fait, tout est cohérent en fait. Ouais, c'est sûr. C'est ça qui est important. On essaie beaucoup de sortir du côté le dentiste, je veux me faire soigner par Andéol, tu vois. Bah oui, Thibaut Andéol, il est excellent dans ce qu'il fait, mais il serait pas excellent s'il n'a pas ses assistantes qui sont tout le temps avec lui à côté, s'il n'a pas les assistantes d'accueil qui sont là pour recevoir le patient, répondre à moins de questions, être prévenant. Il serait pas aussi excellent si Magali Estella, notre coordinatrice directrice d'exploitation, n'était pas là pour mettre de l'huile dans les rouages. Ouais, c'est clair. Ouais, je pense que tu as tout dit. Hein. Ça, c'est la définition du management, franchement. C'est qu'en fait,
tu aimes le côté technique, eh bien, il faut se lier avec une personne qui aime le côté humain. Et en fait, du coup, le patient, il a le même résultat. Peu importe par qui ça passe, il faut que l'expérience, elle soit là. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai appris avec le temps. Pour parler de complémentarité, on avait un petit peu abordé ça tout à l'heure et je pense qu'on peut revenir dessus. C'est intéressant, par exemple, entre Thibaut et moi. On va avoir on est très complémentaires. Moi, j'ai peut-être un peu plus dans toutes les directions, lancer des projets, ce qui peut faire avancer d'une certaine mesure le cabinet. Mais ça n'aurait pas de sens parce que ça n'irait pas forcément au bout. Et Thibaut, lui, je parle sous contrôle évidemment, lui va prendre un projet, s'approprier et faire en sorte que ce soit nickel et que ça aille au bout. Il recadre en fait toutes les idées qui partent un peu dans tous les sens. Exactement, ouais. Et des fois, ça peut être un peu plus... il faut arriver à parler ensemble. Au tout début, on a beaucoup progressé. Au tout début, on fait des réunions, on n'est pas d'accord, on veut avoir d'accord. On va avoir raison, donc on peut des fois être en opposition d'idées, voire en conflit, mais au final, il y a, je pense, pour moi du moins, un tel respect, une forme d'amour, tu vois, pour l'autre, de dire, ok, il n'est pas d'accord, il a cette vision-là, mais en fait, il a forcément une part de la solution. Donc, on arrête la discussion, on reprend après, ah oui, t'as dit ça, t'as raison, voilà. Et ça, c'est un vrai apprentissage et un effort au quotidien. Et c'est ce qui fait que la structure est ce qu'elle est aujourd'hui. Sans Thibaut, moi, j'aurais jamais fait ça et je pense que la réciproque est vraie aussi. Vous êtes plutôt opposés et ça vous a attiré ou vous êtes plutôt l'inverse, complémentaire dans la même vision et ça vous a... On n'est pas identiques, ça c'est certain. Et en fait, je crois que c'est une force parce que je crois qu'au début, humainement, on aurait tout le temps envie de se mettre avec quelqu'un qui en est pareil. C'est ça. Et en fait, on n'est pas identiques du tout, on est différents et en fait, c'est ça notre force. Ouais. Clairement. Et en fait, c'est moi ce que j'aime bien comme image dans le sport, typiquement, j'étais rugbyman, eh bien, en fait, c'est plus facile avec le foot, je trouve. Mais dans une équipe, il n'y a pas 11 gardiens, il n'y a pas 11 buteurs, il y a un gardien, un buteur, et en fait, pour gagner la Coupe du Monde, il faut la meilleure équipe. Et en fait, du coup, je trouve toujours que dans le management, quand on a les yeux à la place du manager, de Aimé Jacquet en 98, eh bien, en fait, on est toujours surpris de voir le défenseur, même le buteur, un buteur qui gueulerait sur tout le reste de l'équipe. Mais pourquoi vous mettez pas de but? Mais enfin, moi, je suis au cage. Et en fait, je suis impressionné de voir comme dans les équipes, en fait, ce qu'il faut, c'est pas trouver 8 Zinedine Zidane. Ce qu'il faut, en fait, c'est que chacun trouve sa place. Et ça, je trouve que c'est ça le travail, et c'était notre travail à tous les deux, c'est trouver notre place, trouver notre complémentarité, notre confiance. Quelquefois aussi, savoir reconnaître que, j'aurais pas fait comme ça, mais je vais pas mettre des bâtons dans les roues de mon collègue. Parce que j'aurais pas fait comme ça, mais je lui fais confiance parce que c'est son rôle d'aller mettre le but là. Et donc et en fait, à la fin, il y a but, tout le monde lève la coupe et on est ravis. Et donc en fait, je crois qu'il y a un peu cette relation qui fait que il faut se faire confiance, laisser faire. Voilà, et je crois qu'en fait, ça, tu disais le perso, ça, c'est des notions universelles qui peuvent aller, j'imagine, dans une vie de couple avec un enfant, avec l'entreprise, et tout ça se recoupe. Donc la complémentarité, évidemment. Plus exacerbé parce qu'on est amis de base, plus associés. On parle souvent que l'association, c'est un mariage. Bah oui, c'est vrai. Hein. Des moments, tout déroule, et des moments, il faut se réaligner. Et voilà. Et après, sur la gestion au quotidien, ce qui nous a beaucoup fait progresser, je pense, ces derniers temps, c'est le fait qu'à 4, on se soit mis des pôles de responsabilité où on est souverain dans la gestion du projet et potentiellement en décision. Par exemple, Thibaut, lui, va s'occuper surtout de ce qui est management. Et moi, je n'irai pas mettre mon grain de sel sur une situation que Thibaut est en train d'être tricoté. C'est lui qui a plus de compétences là-dedans, plus il y passe plus de temps. Qui est-ce que je suis, moi, pour arriver à lui dire j'aurais pas fait comme ça. Non, il connaît le sujet. Tu vois, c'est important d'avoir chacun des responsabilités et que les autres... Quand tu gères une entreprise comme on a à 4, il faut que chaque personne ait son domaine de prédilection pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre temps, il n'est pas infini. Et si on doit valider à 4 chaque décision, en fait, on n'avance pas. C'est aussi le problème des grosses structures, c'est qu'on va moins vite que des petites structures qui sont plus agiles. Changer un process, ça prend du temps. On en parlait en off du casque VR. Ouais, voilà. Il faut que ce soit validé. Moi, j'aimerais beaucoup appeler le commercial et de le mettre demain. Mais en fait, il faut qu'il y ait une adhésion du reste de l'équipe, sinon ça n'a pas de sens.
Parce que si moi je fais ça, et Leïla va faire à côté, Robin à côté. Enfin, à la fin, on finit sur un agrégat de praticiens plutôt qu'une structure unique, quoi. Donc, pour les raisons sur lesquelles se répartir les tâches, c'est une question de temps, une question aussi d'estime de soi-même. C'est-à-dire que tu portes un projet, c'est embêtant quand quelqu'un n'a pas te coupe, on va dire, dans ce que tu es en train de faire. Et ça répond aussi à un besoin très fort de notre directrice d'exploitation, Magali Lastella, qui est elle, c'est la pierre angulaire du cabinet en termes de stratégie. Et elle ne peut pas avancer si elle a 4 chefs. C'est impossible. Ouais. En fait, humainement, c'est pas possible. Émotionnellement, c'est compliqué. Donc, elle réfère à certaines choses, par exemple sur la communication, interne, externe, ça va être Agathe Mérindol qui va s'en occuper. Je donne les pôles un peu plus de compétences fortes, tu vois. J'ai plus regardé, par exemple, sur le côté stratégie et RH au cabinet. On a tous des pôles de compétences d'importance égale et ça structure le fonctionnement au quotidien du cabinet. Donc en fait, quand elle s'adresse à quelqu'un pour la stratégie ou RH, c'est toi, et toi, tu n'es pas forcément au courant de la situation, mais au moins c'est... oui, on n'est pas forcément au courant. Évidemment que nous, on se réunit régulièrement pour justement faire... En fait, l'important, c'est d'avoir une voie commune aussi. C'est-à-dire que si jamais il part dans 4 directions, donc en fait, on a la confiance et le temps dédié à la personne pour ça. Et ensuite, nous, régulièrement, on se réunit et on refait le point général sur les choses. On a un devoir de reporting entre nous. Oui. C'est-à-dire que l'orientation qu'on prend, les autres associés doivent être au courant. Ouais, ok. Juste pour finir, je finis souvent le podcast avec 2-3 petites questions. Si vous avez une petite anecdote, quelque chose, soit un cas clinique un peu difficile que vous avez dû gérer, soit une situation avec du personnel, une organisation, si vous avez quelque chose d'un peu difficile que vous avez géré, est-ce que vous pouvez... De difficile? C'est l'anecdote difficile? Voilà, c'est l'anecdote difficile. C'est pas la question coquine, c'est la question difficile, c'est ça? Merci Jean-Luc. Soit un cas compliqué que vous avez géré ou une situation difficile avec... Des situations drôles, mais... Vas-y, non. Ce sera après, l'anecdote. Ah ouais? L'anecdote drôle, ce sera après. Alors, réfléchissons. Moi, quand tu t'en parles ça sur des choses difficiles, sur des situations cliniques, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Une, en étant tout jeune praticien, en commençant, alors c'est rien du tout en regard de l'expérience et du temps qui est passé, mais je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait mis dedans. C'est une patiente qui arrive, la dent, elle est clairement hyper abîmée. Tu fais tout pour soigner cette dent et en fait, tu y passes de l'énergie et même beaucoup d'humain et d'émotionnel, tu vois. Et au moment où il faut extraire la dent, et en fait, ça te tord le bide parce que tu as pris tout le stress du patient, en fait, et tu as pris une charge mentale qui n'est pas la tienne. Et ça, je pense que ça arrive beaucoup à des jeunes praticiens où tu as un peu le syndrome du sauveur, où tu dis, je vais lui sauver la dent, et là, le moment où tu as dit, il faut l'enlever, non, c'est horrible. En fait, tu n'es pas responsable, tu as fait de ton mieux. Et ce qui est important, c'est toujours de faire de son mieux. Tu ne peux pas faire de manière excellente, mais tu fais au moins de ton mieux. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde au cabinet. C'est une chose un peu légère, tu vois, au début, mais par contre, même par la suite, sur des échelles beaucoup plus importantes, tu peux te retrouver en difficulté importante. J'ai une patiente qui m'a été adressée par l'orthodontiste, tu verras sûrement de qui je parle par la suite, qui a terrorisé les assistantes d'accueil. Une dame qui avait une réhab complète à faire, des greffes osseuses, des implants, refaire tous les plans d'occlusion, un gros travail. Cette dame, elle sortait de 2 ans de traitement ortho, et en fait, elle était complètement dysmorphophobique. Okay. C'est-à-dire qu'elle avait une perception de son corps qui était complètement altérée. Et on a avancé sur les greffes, sur toute la base, et elle était sous provisoire, tout était presque terminé. Et en fait, on s'est retrouvé devant une impossibilité de finaliser les soins parce que la patiente n'acceptait pas son propre vieillissement. En fait, c'était très compliqué. On a dû, elle a eu les soins qui sont terminés autre part, mais on a dû mettre un stop parce que c'était beaucoup trop dur pour le reste de l'équipe, comme pour nous qui n'arrivions plus à avancer. Ça allait jamais, quoi. Ça n'allait jamais, et en fait, malgré le temps, les explications. Donc ça, c'est un échec technique, mais aussi humain, parce que j'ai mal appréhendé la situation au début. Tu l'avais pas vu au début qu'elle était Non, parce que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle est allée voir 5 dentistes avant, ça n'allait pas.
Et avec toute la prétention que tu peux avoir, que j'ai pu avoir à un moment, bah, je me dis, bah, attends, nous ici, notre spécificité, c'est qu'on passe le temps. On discute, on explique les choses aux patients, on accorde beaucoup de temps au bilan et à l'explication. Elle va comprendre. Ouais, en fait, c'était pas. Et non, le problème était autre part. Ouais, c'est clair. Et voilà, c'est vrai que faire un pas de recul, des fois, bah, c'est peut-être pas plus mal. Ouais. Et toi, j'ai rien qui me vient. Une mauvaise anecdote. Ou un échec technique, je sais pas. Un échec technique. Qui est parti en sinus, j'en sais rien. Ah. Ça peut être des choses comme ça. T'en as, toi sur moi. Non, mais sur moi, parce que pas qu'on foire pas, mais j'avoue qu'il n'y a rien qui me paraît spectaculaire là qui va animer toute la. Pas forcément spectaculaire, ça peut être quelque chose qui peut être utile pour un débutant ou quelqu'un qui se lance en implanto parce que. Bah, franchement, en fait, je crois que j'aurais pas dit mieux que toi. C'est-à-dire que pas trop s'engager, enfin faire son mieux, comme ça au moins, il n'y a pas à s'excuser en fait. Ouais. Après, peut-être que tu auras plus d'idées sur l'anecdote rigolote. C'est le fait. Oui. En fait, je pense que c'est un truc par rapport à. C'est le fait d'assumer aussi le positionnement qu'on a. Et à un moment, quand on travaillait au début, on n'assumait pas trop de devoir, par exemple, un peu plus gérer l'équipe et les associés. Et de ce manque de gestion et de temps et de ne pas vouloir aller au conflit, ça nous a peut-être mis devant des situations un peu plus compliquées à des moments, quoi. Ouais, peut-être que si jamais, là, dans ce que tu dis là, les anecdotes que je vois seraient plus qu'au niveau. Si, ça arrive aussi avec des patients, mais ça arrive aussi avec les assistantes de temps en temps. C'est d'avoir des moments humains où en fait on n'a pas d'autres. Enfin, on ne ressent pas sur l'instant d'autres solutions que de se fâcher. Ouais. Et parce qu'on est arrivé au bout. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, on est arrivé au bout de nos outils intrinsèques de communication. Alors qu'en fait, en réalité, eh bien, grâce à de la formation en communication, mais en fait, on se rend compte qu'on peut éviter énormément ce genre de problème. Ouais. Et c'est vrai que c'est agréable d'arriver dans une ère où on a l'impression qu'on est un peu épargné de ça. Et on voit aussi beaucoup de personnes qui auraient besoin d'être accompagnées dans ce genre de domaine. C'est clair. Et donc voilà, j'ai eu des moments où malheureusement avec des personnes, soit patients, où on a dû se fâcher. C'est triste parce qu'à ce moment-là, comme disait Pierre Michel, c'est que tu mets 4-0 au fond de la lucarne, t'es trop content et machin, mais en fait la seule chose que tu fais c'est d'énormes dégâts en fait. Et tu le payes. Ouais, exactement. Du coup, une petite touche un peu plus fun, si vous avez un petit truc un peu plus... Moi, je me rappelle de la fois, ça restera un de nos meilleurs moments de vie, Thomas et moi, parce qu'on était au bloc dans notre petit cabinet où on Et c'est ce que tu veux dire. Et en fait, on faisait certaines interventions à deux, notamment les prélèvements au niveau du ramus que nous avait enseigné Pierre Keller. Et en fait, Thomas a fait un joli prélèvement à ce moment-là pour faire une reconstruction 3D avec un prélèvement ramique. Et en fait, on se retrouve à être deux parce que il y a un moment où on doit sectionner le volet, enfin le petit fragment osseux en deux petits morceaux. Il se trouve que le disque emporte le prélèvement osseux et le fait passer mur, plafond, ting tang tung et il tombe au sol derrière un meuble. Et donc comme moi j'étais là, je me suis retrouvé à avoir le bras trop court. Alors pourtant on avait tous les deux les bras longs, mais avec je pense les pieds en l'air, moi derrière le meuble à essayer de rattraper le truc au milieu de la poussière. Et là, je crois qu'à un moment, on était mort de rire, quoi. On pouvait plus, avec le stress, parce que c'est quand même pas rien, quoi. Et donc Thomas, il a rien pu faire d'autre que de prélever de l'autre côté, du coup. Mais par contre, vous avez pas pu récupérer le petit... le petit morceau, là. Avec la poussière, les fourmis, c'était derrière le meuble. Moi, je les ai vus. Peut-être pas les fourmis, mais enfin. Et là, je voyais ça, et en fait, je savais que j'arriverais pas à le récupérer. Et en plus, quand bien même. Ouais, qu'est-ce qu'on allait faire de ça? Et en fait, du coup, moi, c'était un moment le plus marrant, je crois. Je pense pas que ce soit tout public, cette anecdote. Mais entre nous, c'était... Oui, voilà, je savais pas si justement on peut dire ça. Non, ça sera l'anecdote marrante commune, alors. Ouais. T'en as une autre à ajouter, non? Écoute, faut que je réfléchisse un petit peu, tu vois, mais des trucs drôles comme ça qui a pu nous arriver... Voilà, tu vois. Ça y est.
Tu vas très vite voir. Tu vas te venger. Non, mais tu vas très vite voir ce dont je vais parler. C'est pas technique, c'est c'est plus en gestion d'équipe. On avait on a une stay qui est centrale et en fin de journée, tout le monde se détend un petit peu, la journée est finie, il n'y a plus beaucoup de patients. Et des assistantes du cabinet, il y a quand même un certain temps, se trouvent à avoir une discussion privée complètement inappropriée. Elle parlait, on va dire, de caractéristiques physiques de certains associés, en fait. Ah ouais. Je vous laisserai le travail d'imagination faire, faire son chemin. Et c'est une discussion qui a été entendue par une de nos associés et qui a été rapportée à notre directrice d'exploitation de l'époque. La rigide. Celle qui nous a inculqué les valeurs d'entreprise et qui avait des valeurs très marquées sur l'égalité homme-femme notamment. Et on était, c'est bien dit. Oui, c'est très bien dit. Et on était en réunion. Thibaut et moi tous les mercredis avec elle pendant un temps très conséquent à chaque fois et on la voit en fin de réunion devenir toute rouge, dire Thibaut Thomas, il faut que je vous dise quelque chose d'inacceptable qui s'est passé au cabinet. Et donc elle nous raconte que les assistantes du coup alors qu'il y avait quand même des patients. Il était accroché au fauteuil, on s'attendait à tout. Ouais, voilà, ouais. Elle nous dit oui, je sais pas si je peux vous le dire. Enfin, elle était de doigts de décéder, la pauvre. Et elle nous raconte voilà qu'il y a eu cette discussion très inappropriée et que Thibaut n'a rien pu faire d'autre que de fondre en larmes. Enfin, on a trop rigolé. Ah ouais. Bref, en fait, c'était ambivalent parce que c'est complètement inacceptable d'avoir ce type de propos dans le cadre professionnel. Mais par contre, en fait, la manière dont ça a été rapporté, comme ça a été fait, c'était hyper drôle. Donc, bon, on a dû faire quand même une prise de parole auprès de toute l'équipe quelques jours après pour clarifier la tenue des conversations au sein du cabinet. Mais voilà, c'était léger, quoi, comme impression. C'était pas un 4-0 comme dit Thibaut. Mais c'est vrai que bon, c'était très ce qui était drôle, c'était le décalage entre ce qu'elle vivait et le côté alerte générale. Et nous, de trouver ça un peu marrant, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, même carrément marrant. En fait, ce qui était plus drôle, c'est de la voir elle, en fait, la pauvre. Mais bon. Et si vous avez un conseil à vous donner quand vous êtes sorti de la fac, quand vous commencez, est-ce que vous aurez quelque chose pour aller plus vite dans votre carrière ou pour éviter certaines quelque chose à changer ou à refaire? Peu importe. Un conseil. Pour nous-mêmes pour nous-mêmes. Si toi, tu te revoyais quand tu avais commencé, quel conseil tu te donnerais? Pas forcément un conseil, un mauvais conseil. Hein, c'est pas un encouragement ou autre. Peut-être partir 6 mois à la Réunion avant de commencer à bosser à bloc. Non, avec Thibaut, on est passionné, on s'est mis directement à fond dans le boulot, quoi. Ouais. Et on n'a pas fait la version partir 2 mois là, travailler 2 jours, voir si ça va ou pas. C'est pas un regret parce que ça nous a permis d'avancer. Mais s'il y a un moment de prendre un pas de recul, c'est à ce moment-là. Ok. Donc tu pourrais donner. Parce que ce conseil, il s'applique aussi aux personnes qui nous regardent et qui voient des personnes comme vous réussir et avoir vraiment progressé dans leur carrière. Ça peut aussi s'appliquer à ces personnes-là. Ouais. C'est pour ça que, bien sûr, que je tourne comme ça en fait. C'est très compliqué de faire ça quand tu as tout mis en œuvre. C'est ça. Mais moi, à refaire, c'est ce qui nous correspondait. Je suis pas sûr que je changerais les choses. Mais... Je trouve un conseil que j'ai eu au long de notre aventure et que je commence à vraiment ressentir et que je me donnerai à moi-même et à toute personne qui commence. C'est en fait se donner des objectifs, c'est super, monter l'Everest, aller sur la Lune. Mais en fait, le plus important, c'est pas l'objectif qu'on se donne, c'est de faire en sorte que le chemin pour y accéder soit le plus agréable et le plus heureux possible. Très, très vrai. Parce que vraiment, celui-là, on l'a entendu 1000 fois. Et en fait, en vrai, une fois qu'on est arrivé en plus, la vraie vérité, et on verra quand la fin sera là, mais est-ce qu'on arrive vraiment un jour, tu vois ? Et faisons en sorte que le chemin soit agréable, confortable, nous donne du bonheur. Regardons, pour le sommet, quoi. Regardons le paysage, faisons-nous plaisir à chaque pas, chaque moment, plutôt que d'attendre à tout prix ce sommet dans la difficulté et la douleur, parce que c'est juste une question de rythme, une question de point de vue, et qui en fait finalement change toute la donne. Je pense que sur ces belles paroles,
On peut conclure ce podcast. Ah ouais. Je sais pas ce Merci, que vous en Thomas. pensez. Bah non, c'est Merci. super. Hein. Ouais, Ouais, on va merci, partir. Thomas. Merci Ouais. en tout cas de votre intervention. J'espère que ça servira à d'autres confrères. Avec Ouais. plaisir. Plaisir. Ouais. Salut. Ciao. Merci d'être resté jusqu'au bout pour écouter ce podcast. N'hésite pas à liker, t'abonner, mettre un petit commentaire. Ça permet à l'algorithme de booster mes vidéos et de continuer à me motiver pour aller voir de plus en plus d'intervenants très intéressants dans notre milieu dentaire.